C'est le rendez-vous du grand oral. Je vais recevoir Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, la COSI Bénin. Avec lui, nous allons revenir sur les résultats des examens de fin d'année scolaire, notamment les résultats du baccalauréat, ses analyses sur ce qui a concouru donc à l'obtention de ces résultats. La courte transition, je vous reviens juste après en sans compagnie. C'est le grand oral. Noël Chadaré, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Vous êtes le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. De surcroît, vous êtes enseignant, vous avez été également superviseur de ces examens du baccalauréat. 50,10%. C'est un taux, c'est un résultat qui saute à l'œil. C'est de l'inédit depuis 1973 en République du Bénin. Qu'est-ce qui a concouru à ce résultat? Ah oui, je vous remercie de me donner l'occasion d'apporter des explications par rapport à ces taux que nous avons, 50%, parce que le bruit a couru que bon, c'est des résultats politiques oui, et tout, on a maquillé, on aurait maquillé les résultats du bac et tout. Je crois qu'il n'en est pas question. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'en est pas question. Les élèves béninois travaillent autant? Mais si on travaille, on a les résultats. Si on prend les mesures qu'il faut prendre, les décisions qu'il faut prendre, on aura les résultats. C'est tout. C'est un peu ça. 50% ce n'est pas, c'est aussi simple que cela. Parce que dire que c'est maquillé, que les choses, c'est politique, c'est une vision simpliste de la chose. Il faut regarder les choses en face. Et je peux vous dire... Nous irons beaucoup plus en détail. Oui. Nous venons de sortir d'une situation où on n'a pas connu de grève au cours de l'année scolaire. Les programmes d'études n'ont pratiquement pas changé. Les enseignants sont les mêmes, mais nous avons un tel résultat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il n'y a pas eu de grève. Oui. Parce que j'ai écouté aussi certaines personnes dire que bon, c'est parce qu'il n'y a pas eu de grève cette année et que bon, ça explique un peu ces résultats. Le fait qu'il n'y ait pas de grève, l'absence de grève n'est pas la condition suffisante pour les résultats, de bons résultats. C'est peut-être une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante. Nécessaire parce qu'il faut terminer les programmes, le fait qu'il n'y ait pas de grève, les enseignants ont, n'est-ce pas, conduit les programmes à leur terme. Et ils ont terminé les programmes et tout, donc c'est une condition nécessaire. Mais ça ne suffit pas que c'est ça qui a fait qu'on a ces résultats. Ce serait un peu... C'est une conclusion hâtive de dire que c'est parce qu'il y a eu grève, il n'y a pas eu de grève qu'on a ces résultats. Pour le dire, il faut que cette situation s'inscrive dans la durée. 2, 3, 4 années pour pouvoir conclure à cela. Mais j'ai dit, comme je disais, c'est une conclusion nécessaire, mais elle n'est pas une conclusion elle n'est pas une condition suffisante, c'est une condition nécessaire. Parce qu'il faut achever le programme. Mais il y a d'autres choses qui ont concouru à ces résultats. Alors dites-nous. La première chose qu'il faut, c'est tout simplement que il y a, je crois que c'est en 2017, ça fait 2 ans, le ministre, c'était sous le ministre Kokou, Lucien, le premier ministre de l'éducation de l'ère de la rupture, le premier ministre de l'enseignement, pour être plus précis, l'enseignement secondaire, de l'ère de la rupture. Il a pris une décision que nous n'avons pas appréciée parce que c'était en violation de la loi d'orientation sur l'éducation, mais une décision et un arrêté qui a dit que désormais, pour aller, n'est-ce pas, en classe de seconde, il faut tout simplement avoir le BPC et la moyenne de classe. C'est un tournant. Ça n'a pas été appliqué? Ça a été appliqué, mise en application. Ça fait que si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas le BPC, vous n'allez pas en seconde. Vous pouvez avoir donc, le BPC, ça fait que mais si vous n'avez pas la moyenne de classe, vous ne passez pas en seconde, vous n'allez pas en seconde aussi. Donc c'est un filtre. Il y a eu un filtre, un premier filtre important qui a retenu, il y a une rétention. L'autre chose, l'autre élément qu'il faut ajouter aussi, c'est le directeur de l'office du bac. Ayant vu chaque année un nombre important de candidats, tous les ans pour le bac, parce qu'il y a des gens candidats libres, surtout les candidats libres, ils sont en nombre important. Il a dit, ok, pour être candidat, pour postuler, dans votre dossier, vous devez introduire le relevé du bac, du BPC. Vous devez attester que vous avez le BPC.
Sinon, vous êtes fort clos. Ça veut dire qu'il y en avait qui n'avaient pas le BPC. Mais qui, avant, disaient que, bon, ben, écoute, on va aller essayer, tenter notre chance. On va essayer notre chance. Ils sont au champ, ils essayent leur chance. Ils tentent leur chance. Et donc, on a un nombre important de candidats. Depuis cette décision, je dois vous dire, depuis que cette décision est prise, il y a 4 ans, on avait 116 000 candidats. Oui. Il y a 3 ans, on avait 115 000 candidats. L'année dernière, on avait 106 000 candidats. Oui. Cette année, on a environ 100 000 candidats. 900 et quelques 100 000 candidats, oui. 100 000 environ, un peu plus, poussière. Donc, le nombre de candidats, vous avez vu que ça a décru, ça a chuté. Et donc, on a plus de qualité. C'est un autre filtre aussi. Et ça a permis d'avoir des gens vraiment qui peuvent postuler. Ce n'est pas des gens qui viennent pour des faire valoir, qui viennent essayer au cas où la chance pourrait, n'est-ce pas? Alors ça vous facilite la tâche. Donc c'est des mesures salutaires, oui. Même si on a critiqué une d'entre elles, c'est des mesures qui ont permis d'avoir des candidats qui ont le BEPC, qui ont le niveau aussi. Qui ont le niveau et qui ont de la qualité. Et qui sont effectivement des gens qui peuvent prétendre aller... Mais c'est vous qui êtes très souvent en situation de classe. Avec ce filtre mis en place, ça vous a permis d'avoir des candidats qui avaient quand même la capacité d'assimilation pour être, disons, aptes à affronter les épreuves du baccalauréat. Ah oui, puisqu'ils ont quand même passé les différents filtres. Ils sont capables d'affronter l'examen du baccalauréat. Et puis il y a un travail fait par les enseignants. Oui. Et le corps de contrôle. Depuis un certain moment, 2 ans, 3 ans, le corps de contrôle fait un travail de qualité. Il le faisait, mais a accru le contrôle sur le terrain. C'est un élément important dont il faut tenir compte. Moi, je suis du corps de contrôle, je suis conseiller pédagogique. Oui. Il y a les inspecteurs, les conseillers pédagogiques qui font un travail sur le terrain. Les visites de classe de façon régulière, permanente. On a accru. Le nombre s'est accru. Et puis, il y a les animations pédagogiques de zone. On constate des situations, on se retrouve tous les professeurs et un travail qui est fait sur le terrain. Et donc, il y a aussi les chefs d'établissement qu'il faut féliciter. C'est un travail, c'est tous les acteurs qui ont mis de leur pour qu'on ait ces résultats. Alors, est-ce que les chefs d'établissement, par exemple, ont été plus rigoureux encore dans la façon dont les choses se passent. Le rigorisme dont vous parlez, est-ce que c'est pas le rigorisme, c'est la rigueur. La rigueur, bon, voilà, la rigueur dont vous parlez, voilà, est-ce que c'est pas une conséquence de ce que nous avons connu il y a 2 ans, pratiquement, où certains chefs d'établissement qui n'avaient pas, disons, donné de bons résultats, ont été relevés par les ministres de leur fonction, remplacés par d'autres. Cette punition-là, est-ce que ça n'a pas donné un peu de jus à ceux-là qui les ont remplacés par la suite? C'est possible. Moi, j'ai été contre cette mesure, et je l'ai dit au ministre. Parce qu'avant de prendre des décisions comme ça, c'est idem, pour ce que je dis est valable pour les enseignants du primaire. Et on a relevé les directeurs de façon... il faut déterminer les règles de jeu avant qu'il y ait jeu. Ce n'est pas en cours de jeu qu'on détermine les règles de jeu. C'est ça. Donc on a sauté des directeurs, on a fait, c'est un peu de décision spectacle que moi je n'ai pas apprécié. Et j'ai pu le dire à ce moment-là pour dire, c'est pas comme ça qu'on le fait. C'est vrai qu'il y a des textes, mais les textes n'ont jamais été appliqués. Et si vous voulez les faire, mettez les enseignants, les chefs d'établissement dans les meilleures conditions pour dire, ben voilà ces textes, je vais les faire appliquer, voilà les conditions dans lesquelles vous travaillez, vous voulez quoi? On améliore les conditions, vous avez toutes les conditions nécessaires et donc on va appliquer ces textes-là. Et à partir de ce moment, on peut comprendre que s'ils n'ont pas donné les résultats qu'il faut, on peut les sanctionner, mais tel que ça a été fait, je crois que ça n'a pas été. Maintenant, on peut, en le faisant, je ne peux pas dire que ça n'a peut-être pas eu d'effet sur la gestion de ceux qui ont succédé à ces directeurs-là, qui ont pris la succession de ces directeurs. C'est possible. Où chacun a pris à son niveau. Mais ça a été fait de façon un peu cavalière et ça n'a pas été bien. Aussi, à chaque année scolaire, on a vu le gouvernement qui met en place un certain nombre de mesures. Ça aussi participe aussi. Les subventions qui viennent à temps. Les subventions pour qu'on ait les intrants pédagogiques. Donc les subventions sont mises à temps. Et ça aussi, il faut tirer un coup de chapeau. Le programme d'études scolaires, est-ce que ça ne pose pas problème? Pourquoi les programmes poseraient? Il faut évaluer. Le nouveau programme, par exemple? Non, il y en a qui le disent, mais il faut faire une évaluation pour dire, est-ce que le nouveau programme-là, on peut... C'est vrai, il y a des conditions, parce que dans certains milieux,
on a besoin de plus de moyens. Quand on regarde les effectifs dans les classes, c'est des effectifs qui ne tiennent pas vraiment compte de certaines réalités de l'APC. Mais on a trouvé la pédagogie des grands groupes et tout, on a trouvé des palliatifs. Mais est-ce que ça marche véritablement? Il faut faire une étude, il faut faire une évaluation. Vous êtes pratiquement sur le terrain, terrain, une évaluation pour voir. Qu'est-ce que vous avez relevé? Ce que je sais, c'est qu'il faut former les enseignants. Il faut faire la formation, n'est-ce pas, tous les ans, il faut recycler. Le recyclage. Il faut le recyclage, il faut faire la formation continue pour d'autres. Aujourd'hui, dans l'enseignement secondaire, on a des gens qui viennent parce qu'ils viennent les mains nues. Ils viennent à la chasse les mains nues. Mais on a vu, on a quand même vu les enseignants combattre ce qui a été initié par le ministre de l'enseignement secondaire la dernière fois, les évaluations pour voir. Est-ce que c'était la meilleure des manières? Si c'était cela, il fallait confier ça au corps de contrôle pour qu'ils aillent voir les besoins. Tous les ans, toutes les années, les inspecteurs font un travail. Ils font les visites de terrain. Les CP font des visites de terrain. Il y a des rapports qui sont déposés. À partir de ça, on peut déjà identifier les besoins. Quels sont les besoins? On peut les identifier. Les gens qui viennent le corps de l'enseignement secondaire, il y a les 80% sont des collègues vacataires. Il y en a qui sont sortis des écoles normales, mais une grande partie, c'est des gens qui sortent des universités qui arrivent pratiquement les mains nues. Pour aller affronter l'ignorance, pour combattre l'ignorance. Donc il faut les former, il faut recruter, il ne faut pas faire de l'approximation. On aurait pu avoir des meilleurs résultats, parce que quand je vois les gens s'étonner, au bac 2015, il y a eu 44%. 44%, on n'est pas loin des 50%. Et pourquoi est-ce que les gens ne sont pas émus? On a eu 41% en 2017. On ne s'est pas ému. On a 50%, on dit, oh, c'est badigeonné, c'est maquillé, les résultats. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement que le contexte actuel a permis d'avoir ces résultats. C'est les vrais résultats. Moi, je suis dans le système depuis 9 ans, je suis superviseur adjoint du bac depuis 9 ans. Et je connais tout le processus, c'est du sérieux. Le bac Benoît est un label. Un label, et si bien que les autres de la sous-région viennent ici au Bénin pour apprendre, n'est-ce pas, à venir à l'école du Bénin. Donc on ne peut pas dire tout de suite que non, ces résultats-là. Et puis qu'est-ce que nous voulons, nous, parents d'élèves? On veut que nos enfants réussissent, non? Et si c'est réussi, même avec les rachats, parce que il n'y a pas eu de rachat. Au bac, il n'y a pas de rachat. Il n'y a pas de rachat, vous Ah non, je vous parle jusqu'à 9, non, oui, 9 de moyenne. Oui. Non, 9 de moyenne pour être admissible. Ça a été toujours comme ça, de tout temps. C'est pas maintenant, c'est pas cette année. C'est 9 pour être admissible, 9 et plus. Tous ceux qui sont déclarés admissibles, c'est de 9 à plus. Et après, on a les épreuves orales, les épreuves, non, pas les épreuves sportives et les épreuves facultatives. C'est après ça qu'on déclare l'admission. Là, on a fait l'admissibilité. Il y a des élèves, des candidats qui ont déjà 14 de moyenne, 15 de moyenne, 16 de moyenne. Mais ils sont admissibles. Ils sont admissibles, ils ne sont pas encore admis. 9 à plus. C'est ça. Si vous avez 8,99, vous n'êtes pas admissible. Donc ça a été toujours comme ça. C'est rigoureux. Vraiment, je parle de ce que je sais. Même si vous avez votre enfant, moi j'ai mon enfant, je ne saurais pas si mon enfant est admis. Jusqu'à la dernière minute, je ne saurais pas. C'est pas possible. Donc c'est un label, le bac Benoît. Il faut pas, n'est-ce pas, se mouvoir des résultats de 50%. Il ne faut pas s'en émouvoir. Et puis il faut penser à nos enfants, à ces 50%, parce que 100 000, j'ai dit tout à l'heure, qui sont réussis au bac, et 100 000 qui sont allés au bac, 50%, ça fait 50 000. Est-ce que nos universités sont prêtes? Justement, c'est la question que est-ce qu'on a les dispositifs d'accueil? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir tous ces gens-là? Comment on va les gérer? Est-ce qu'on en a? Je pense, je l'ai dit ici dans votre studio, que est-ce que tout le monde doit aller à l'université? Je l'ai dit, si vous retournez dans... Est-ce que tout le monde doit aller à l'université? Tout le monde doit aller au bac. L'élève vient d'avoir le bac, il ne va pas à l'université, qu'est-ce qu'il fera de son bac? Mais voilà, parce que c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Tous les ans, on a 40 000, 50 000, 35 000 de bacheliers, ils sont au chômage. Il n'y a pas d'issue. C'est un danger pour notre pays, c'est une bombe à retardement. Si le pouvoir actuel ne réfléchit, ne pense pas à cela, on a un Conseil national d'éducation qui doit agir et agir vite. Vous êtes quand même un acteur aussi, vous êtes un acteur aussi du système. Il faut orienter les apprenants, ce que je propose. Il ne faut pas que tout le monde aille à l'université. Il ne faut pas que tout le monde... Déjà à partir de la troisième, il faut orienter. Il faut trouver l'enseignement technique. Ça doit être... On entend depuis un certain temps, le gouvernement de Yahi l'a dit, le gouvernement du président Talon est aussi en train de le dire pour dire nous allons privilégier l'enseignement technique, les lycées agricoles, les lycées techniques et tout. Il faut orienter nos apprenants. Ils ne doivent pas tous aller au bac.
tous aller à l'université. Sinon, la bombe à retardement va exploser un jour et nous allons payer le prix fort. Parce que l'explosion sociale, c'est par là aussi. Hein. Alors, les étudiants, ce qui s'est passé en Algérie, le printemps arabe, ah oui, mais c'est passé par là. Des gens qui sont au chômage pendant longtemps, ils ont fait des études, ils n'ont pas le boulot, ils n'ont pas le travail, ils sont très nombreux, eh bien, ils n'ont pas peur de mourir. Alors, et ça, c'est pas souhaitable. Peut-on garder ce cap, pour finir, le cap de 50%, aller à 55, 60, voire 70%. Souhaitable d'aller à 60, 70, 80. Quelles sont les conditions? Moi, je suis enseignant, je veux voir 80%, 90%. Quelles sont les conditions? Et pour quelles conditions? Il faut revoir, il faut d'abord maintenir le cap. Les décisions qui ont été prises, il faut les maintenir. Il faut aussi que ceux-là qui sont les acteurs principaux, les enseignants, qu'on revoie leur compte, qu'on améliore leurs conditions de vie. Il y a des enseignants qui travaillent des années, mais qui sont bloqués, scotchés à un indice. Ils n'ont pas d'évolution. Leur carrière est bloquée parce qu'on n'a pas fait les efforts pour qu'ils puissent avancer en grade, en échelon et tout. Hein, la plupart des collègues reversés. On a les collègues qui sont sortis des choses, qui s'occupent plutôt des enfants de la maternelle, mais qui n'ont pas encore leur contrat. Ça, vous voyez, c'est qu'on travaille, qu'on n'ait pas le salaire. On aurait pu avoir un résultat meilleur si les gens étaient dans leur tête bien. Donc, il faut régler les problèmes de travail. Vous venez donc de montrer que vous avez fait le sacrifice qu'il faut. Il faut que maintenant qu'il y ait du répondant. Au retour, il faut que le pouvoir encourage. C'est différentes primes, parce qu'on nous a donné des primes que moi, j'appelle, c'est juste... On nous a jeté... Vous prenez quand même. On le met sur nos salaires. Si on devait choisir, moi, je ne prendrais pas. Et ça, je vous le dis. Si on devait choisir, je ne prendrais pas. Mais c'est parce que... vous revient. C'est parce que c'est mis sur mon salaire. Je ne peux pas le retourner. Mais je trouve que on nous a jeté... C'est pas totalement ridicule qu'on donne ces primes-là. Mais on a commencé. On a commencé. Je crois que le pouvoir doit augmenter cela, améliorer cela, encourager les enseignants dans ce sens. Et aussi construire des classes. Parce que les effectifs sont pléthoriques. Oui. Et on a des effectifs impossibles, ingérables. C'est pour ça qu'on parle de l'APC. Des effectifs de 80, 90, 60, 70. Il faut arrêter. On voit des cours qui se font entre midi et 15 heures. Oui. Et ça, c'est pas normal. L'élève n'est pas présent. Donc, ils ne sont pas dans les meilleures conditions de tout. Il faut améliorer les conditions des enseignants, les conditions, n'est-ce pas, des élèves aussi, des apprenants, pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions pour apprendre. Et puis, il faut recruter. Il faut effectivement recruter. Le pouvoir n'a pas recruté depuis un certain moment des enseignants. Aussi bien la maternelle, du primaire que du secondaire. Il faut recruter et éviter de faire. Il y a quand même un mécanisme qui est mis en place pour la base de données. Jusque-là, sur base de données, si on avait le temps, je dirais ce que je pense à ce sujet-là. Mais il faut recruter effectivement que les gens soient dans les meilleures conditions pour travailler. Si on ne recrute pas, qu'on fait vacataire, par ici, par là, le jonglage, c'est l'approximation. On n'a pas. Beaucoup de gens de nombreux enseignants sont sortis des écoles normales et supérieures, des écoles normales, des instituts. Moi, j'ai mes étudiants des écoles normales qui sont au chômage. Il faut les recruter. D'accord. Il faut les recruter. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci bien, Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, conseiller pédagogique et superviseur adjoint également du baccalauréat. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous apporter quelques précisions sur ce taux de 50% que nous avons eu au baccalauréat 2019.